Vous souhaitez qu'on évoque vos relations avec les autres criminels français ou pas? Oui. Ce ne sont pas des relations amicales, parce que ce n'est pas des relations professionnelles. Je vais réfléchir à ça, je vais je vous l'envoie. Moi, je vais réfléchir aussi. Et puis ça ira. C'est le fait qu'on a des technocrates politiques à la tête des... La quatrième partie, parce que je pense que tel qu'elle est là, ça fait pas de malheur. Mais la troisième partie, ça pourrait être... Vous nous avez raconté que vous êtes allé à l'école des Ouches à plusieurs reprises comme étudiant. Vous avez suivi les conférences de prix Nobel ou de grands physiciens. Mais vous y êtes ensuite retourné comme professeur. Ça s'est passé à quelle occasion? Oui, alors je suis revenu très souvent, un très grand nombre de fois aux Ouches. Et la première fois après 1955, où j'ai été comme étudiant, c'était en 1964. Vous savez que l'école des Ouches fonctionne de la manière suivante. Il y a un directeur de l'école, qui était à l'époque Cécile de Witt, et chaque année, il y a une session qui est organisée, qui a un directeur scientifique. Et j'étais en 64 le directeur scientifique avec mon ami André Blandin, malheureusement disparu depuis. On était tous les deux responsables, donc scientifiquement, de la session 1964, qui était consacrée à ce qu'on appelle l'optique électronique quantique. Alors, je voudrais peut-être raconter d'abord pourquoi cette session a eu lieu, et dans quelles circonstances. Je me souviens quand, je crois que c'était en 63, avait eu lieu à Paris un congrès d'électronique quantique qui était, je crois, organisé par Pierre Grivet et Nicolas Bloembergen, et où c'était le premier congrès international où on parlait de la première réalisation des lasers. Les lasers venaient d'être mis au point. Le premier laser avait fonctionné quelques mois auparavant. C'était le résultat de Meyman, puis de Ali Javan, et donc c'était le premier congrès où on parlait des lasers. Et j'étais jeune étudiant, je venais juste de finir ma thèse, donc j'assistais à ce congrès, et je me souviens de l'indifférence, et j'allais dire du scepticisme que manifestaient la plupart des participants à l'égard du laser. Beaucoup disaient so what, à quoi ça va servir? C'est un jouet qu'ont fait les physiciens, ça va rester certainement dans leur laboratoire. Et même certaines personnes disaient c'est une solution qui attend son problème. Bon, il faut reconnaître qu'à l'époque, les lasers étaient des objets complexes. C'était difficile à régler. Je me souviens qu'un des premiers lasers était à l'école polytechnique et que le faire marcher, c'était, de la part de ceux qui l'avaient construit, un exploit. Il fallait vraiment régler les miroirs. Le parallélisme des miroirs était très critique et ça avait l'air d'être un objet très très délicat à manipuler. Néanmoins, il y avait un certain nombre de problèmes fondamentaux qui se posaient à propos du laser, comment ça fonctionne, quelles sont les limites possibles. Je me souviens d'ailleurs qu'avant le laser, qui est un oscillateur dans le domaine optique, quelques années auparavant, avait été découvert par Charles Towns, le maser, qui travaillait dans le domaine micro-ondes. Et Towns était venu en 1955 aux Ouches, quand j'étais étudiant, pour expliquer le principe du maser. Donc c'est une histoire qui a mis... Pour passer du maser au laser, il a fallu presque une dizaine d'années. Donc ça montre un petit peu l'échelle de temps qui est nécessaire pour digérer une découverte et la réaliser. Donc, un certain nombre de problèmes fondamentaux se posaient à propos du laser, et on avait décidé à ce moment-là que c'était une bonne idée de consacrer une session d'école des Ouches de 2 mois à ces problèmes. Et donc on m'avait demandé de prendre la responsabilité scientifique avec André Blandin, et donc on avait
mis au point un programme. On avait invité des physiciens qui étaient les plus actifs sur ce domaine. Je me souviens que Willis Lamb, un grand physicien de notre domaine de recherche, celui qui a découvert ce qu'on appelle le Lamb shift et qui était le point de départ de l'électrodynamique quantique, était venu donc à cette école. Il avait fait un cours de 1 mois complet sur la théorie du laser. Il y avait aussi Glauber, qui a fait un cours d'un mois sur les phénomènes de cohérence, la théorie moderne de la cohérence en optique. Et pour moi, c'était extraordinaire de voir ces deux physiciens pas se disputer, mais assistant chacun au cours de l'autre et se critiquant mutuellement. Lamb était un partisan de l'approche classique, Glauber faisait une théorie quantique de la cohérence et chacun essayait de discuter, de dire c'est pas la peine de faire un truc si compliqué, on peut expliquer ça plus simplement. Et pour les étudiants qui suivaient ce cours, c'était extrêmement intéressant de voir ces deux personnalités comme ça discuter, manifester leurs désaccords et arriver à des accords de temps en temps. Donc c'était extrêmement intéressant. Donc ça avait duré 2 mois. C'était une période tout à fait remarquable. Et puis, disons, il a fallu attendre presque plusieurs années, au moins une décennie, avant que ces premiers prototypes de laser soient devenus beaucoup plus commodes à utiliser, beaucoup plus compacts. Et ils n'ont fait vraiment leur apparition dans les laboratoires qu'au début des années 70. À ce moment-là, ils sont devenus commerciaux, on pouvait les acheter. Et à ce moment-là, c'est un outil qui a complètement transformé la recherche en physique. Mais est-ce que vous-même, vous aviez tout de suite senti, dès ce congrès de 63, tout le parti que vous pourriez en tirer pour vos propres recherches? Ou est-ce qu'il a fallu attendre... À vrai dire, on ne pensait pas à l'époque au laser comme un outil pour faire progresser la recherche. On se posait des questions sur le fonctionnement du laser. C'était quelque chose d'intriguant. Quelle était la largeur de raie ultime qu'on pouvait atteindre? Comment ça fonctionnait? Est-ce qu'on pouvait calculer l'intensité, comprendre l'intensité qu'on obtenait? Donc c'était vraiment des problèmes fondamentaux qui ont suscité beaucoup de réflexions, beaucoup de travaux. Donc le laser était un problème et non pas encore un outil pour la recherche. Le laser était un problème. Donc c'était vraiment un problème de recherche fondamental sur l'interaction matière-rayonnement, sur la possibilité, disons, d'utiliser les atomes comme une source nouvelle de rayonnement avec des propriétés tout à fait inhabituelles. Il s'agissait de comprendre ces propriétés. Et je suis persuadé que c'est de cette meilleure compréhension qu'ont pu résulter ensuite les progrès techniques qui ont conduit à des outils beaucoup plus faciles à réaliser. Je me souviens Pierre Aigrin était aussi à cette session de l'école des Ouches, et il envisageait dès cette époque la possibilité d'utiliser des semi-conducteurs pour faire des lasers. C'était une idée un petit peu révolutionnaire, mais qui a débouché par la suite, puisqu'on sait maintenant que les diodes laser sont des sources lumineuses qui sont une utilisation absolument considérable dans tous les disques, les lecteurs de CD, dans les télécommunications par fibre optique. Donc voilà un exemple où la recherche fondamentale a débouché sur des applications absolument considérables. Le laser lui-même est une retombée très tardive de travaux faits par Einstein. Mais c'est souvent comme ceci que ça se passe. Je crois que la première fois qu'on parle de nouveaux types d'émissions, il faut remonter à 1917. C'est un article d'Albert Einstein sur le rayonnement du corps noir. Albert Einstein essayait de retrouver la loi de Planck en essayant de comprendre comment un ensemble d'atomes interagissant avec la lumière parvenait à l'équilibre thermodynamique. Et pour y arriver, il était obligé d'admettre qu'en plus d'une émission qu'on appelle spontanée, un atome excité retombe dans un état inférieur en émettant un rayonnement dans toutes les directions possibles de l'espace. Einstein introduisait l'idée qu'il y avait un deuxième type d'émission. Si un atome excité est éclairé par un photon qui arrive sur lui, avec une direction bien définie, il retombe dans l'état fondamental en émettant un autre photon en tout point identique au premier. C'est ce qu'il appelait l'émission stimulée. Bon, ce processus était indispensable. Et il est arrivé dans la théorie de manière tout à fait normale. Et il a été ensuite expliqué par la mécanique quantique. La théorie du rayonnement de Dirac a permis de retrouver l'émission stimulée. Mais là encore, à l'époque, ça paraissait comme une considération purement académique, sans aucune application concrète. Et puis, 30 années plus tard, Charles Townes, qui entre parenthèses était venu au laboratoire
de Kassler en 1956, je crois. Faisais mon diplôme d'études supérieures. Je me souviens qu'on partageait le même bureau. Il était venu au bal de l'école normale supérieure et c'était un homme qui était extrêmement aussi, comme Kassler, extrêmement proche des étudiants, donc extrêmement chaleureux. Donc, à ce moment-là, Townes a eu l'idée que si on avait un milieu où les populations étaient inversées, c'est-à-dire où un niveau atomique excité est plus peuplé qu'un niveau fondamental, que le niveau inférieur, il pouvait y avoir des phénomènes nouveaux qui apparaissaient à cause de l'émission stimulée. Il faut d'ailleurs comprendre que cette notion de système hors d'équilibre, avec des inversions de population, était elle-même apparue dans les idées du pompage optique de Kassler. Grâce au pompage optique, on pouvait mettre plus d'atomes dans un niveau supérieur que dans un niveau inférieur. Donc, les physiciens s'habituaient comme ça à l'idée de système hors d'équilibre. Donc, et Charles Townes s'est dit que si un système atomique avait plus d'atomes dans le niveau supérieur que dans le niveau inférieur, le nombre de photons nouveaux qui apparaissaient par émission stimulée, les atomes retombant du niveau supérieur au niveau inférieur, était plus grand que le nombre de photons qui disparaissaient par absorption, l'atome passant du niveau inférieur au niveau supérieur. Et que donc un processus de ce type amplifiait la lumière. Et le sigle laser, ça veut dire Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. Donc c'était la combinaison de l'idée d'Einstein, l'émission induite, et des milieux hors d'équilibre qui conduisait à ce nouveau type de production de lumière avec des propriétés complètement différentes des sources habituelles. Et donc, il a commencé à appliquer cette idée dans le domaine micro-ondes, et ça a été le MASER, Microwave Amplification by Stimulated Emission Radiation, et quelques années plus tard, ça a été étendu au domaine optique par Townes et Shallow. Mais Townes a eu le prix Nobel, je crois, pour le Maser, avec Kotler. Townes a eu le prix Nobel, je crois, 2 ans avant Kessler, en 64 ou 63. Il a eu le prix Nobel avec 2 Russes, Prokhorov et Bassov, pour la mise au point des masers et des lasers. Donc, je trouve que c'est une très belle histoire, et qu'on devrait l'enseigner dans l'histoire des sciences. Montrer comment un concept peut mettre des décennies par maturation, par mélange avec des idées venant de disciplines différentes, pour déboucher finalement sur un dispositif nouveau, complètement nouveau, auquel personne n'avait pensé auparavant, et qui maintenant joue dans notre vie quotidienne un rôle important. Enfin, qui n'a pas entendu parler de soins de la rétine avec des faisceaux laser, de lecture de disques CD, de découpe des matériaux par laser, de télémétrie, de lecture de code barre dans les supermarchés. Donc le marché des lasers, c'est des milliards de dollars. Donc c'est une application que je crois que personne, aucun politique n'aurait pu mettre dans un programme. C'est quelque chose qui a mis des décennies à mûrir et à finalement déboucher. Et ce qui est remarquable, c'est que une fois cette source mise au point, une fois mise à la disposition des chercheurs, elle est devenue un outil qui a multiplié par 1000 leurs possibilités. Ils ont pu soumettre les atomes à des rayonnements d'intensité, de cohérence, de monochromaticité, incomparables avec tout ce qui existait auparavant. Donc toute une série de phénomènes nouveaux peut être étudiés, découverts, analysés. Je parlerai peut-être dans la prochaine émission du refroidissement laser des atomes. Donc toute une série de domaines nouveaux de la recherche ont été rendus possibles par le fait que les physiciens ont eu à leur disposition ces nouveaux outils. Vous-même, vous avez avec vos élèves qui ont fait votre groupe de recherche, oui, mais au moins une interprétation des interactions entre des sources de lumière intenses comme les lasers et puis les atomes. On appelle ça la théorie de l'atome habillé. Est-ce que c'est le laser qui vous a mis sur cette voie Là aussi, c'est un cheminement qui a demandé plusieurs années. Après mon travail de thèse, donc, Jean Brossel m'a donné la possibilité d'avoir ma propre équipe de recherche. Et j'enseignais donc au 3e cycle de l'école normale supérieure. Et toutes les années, un étudiant de l'école venait, après l'année passée à suivre des cours, me demander de rentrer dans mon équipe pour faire une thèse de 3e cycle. Et donc j'ai eu la chance, comme ça, de recruter tous les ans des étudiants de très très grande qualité. Je crois que c'est là aussi un des avantages de l'enseignement. Quand on enseigne, on peut attirer intellectuellement des jeunes gens et des jeunes filles à l'esprit curieux, brillant, et c'est un cycle
s'amorce et qui permet à ce moment-là de constituer un groupe de recherche actif, qui s'entend, qui est créatif. Donc, toutes les années sont donc venus des étudiants, parmi lesquels, par exemple, un de mes premiers étudiants était Serge Haroche, qui est maintenant lui-même professeur au Collège de France. Il y a Franck Laloé, Jacques Dupont-Roch, Nicole Ostrovsky, toute une série d'étudiants, un par an, qui venaient. Et au début, donc, sur le prolongement de mon travail de thèse, on a essayé de comprendre l'interaction d'un atome avec des champs électromagnétiques intenses. Et à l'époque, les champs intenses, c'était des champs de radiofréquence. C'était des champs dans le domaine micro-ondes ou dans le domaine hertzien. Et on a donc petit à petit développé une nouvelle approche à ces problèmes, consistant à considérer l'atome et le rayonnement avec lequel il interagit comme un système global qu'on a appelé de manière imagée l'atome habillé par des photons de radiofréquence. Et c'est un point de vue qui s'est révélé extrêmement fécond. D'abord parce que quand on considère un système isolé, il est décrit par on dirait en mécanique quantique, un hamiltonien indépendant du temps, et que c'est plus facile à comprendre, il a des vrais niveaux d'énergie qu'un système soumis à une perturbation dépendante du temps. Et on a pu donc interpréter de cette manière, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus convaincante, la plupart des effets qui avaient été observés jusque-là, et surtout on a pu en prévoir de nouveaux, qu'on a immédiatement essayé d'observer expérimentalement, et qu'on a pu évidemment mettre en évidence et étudier en détail. Et puis petit à petit, comme les lasers apparaissaient au laboratoire, on s'est intéressé à l'interaction d'un atome avec des faisceaux laser intenses. Et on a étendu le domaine de l'atome habillé au domaine optique. On s'est intéressé aux propriétés des atomes habillés par des photons optiques. Et ça a été aussi un développement important qui s'est étendu sur une dizaine d'années, qui a permis de faire plusieurs thèses de doctorat consacrées à ces problèmes. Et qui a en quelque sorte préparé le terrain pour des expériences de refroidissement laser qui allaient se prendre place et être réalisées dans les années 1980. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'autour de ce laboratoire Kastler-Brossel s'est créé et a rayonné toute une école de pensée en physique grâce à ce système couplé entre une recherche de très haut niveau, de l'enseignement, une école normale supérieure toute proche qui permet de vous donner un vivier d'étudiants remarquable, et mais tout ça dans la longue durée. C'est un peu ce cadre, cet ensemble de circonstances qui permet effectivement de créer des centres, je dirais, d'excellence, des centres où apparaît une grande stimulation intellectuelle susceptible d'attirer des étudiants brillants vers les carrières scientifiques et de les attirer, de les exciter intellectuellement pour se lancer dans cette aventure. Et donc, je crois que ça c'est très important, qu'il faut préserver, disons, cette possibilité d'avoir des centres protégés qui ont les moyens, la liberté nécessaire pour aborder de manière désintéressée et approfondie des domaines de recherche nouveaux. Et aussi des équipes qui interagissent beaucoup. Des équipes qui interagissent, qui ne sont pas trop grosses. On sent bien que vous répugnez toujours à vous montrer seul. Les photos qui vous montrent, vous montrent aussi avec vos collaborateurs. C'est une aventure collective, mais je n'ai jamais aimé, si vous voulez, les grandes, bien que je les admire beaucoup, mais les grandes expériences du CERN où il y a des équipes de 100 personnes. Je ne sais pas si on arrive à maintenir un contact humain et scientifique suffisant. J'ai toujours fonctionné avec des équipes de 2, 3, 4 personnes. Et là, disons, les gens arrivent à se connaître, à connaître leurs qualités, leurs défauts, arrivent à interagir de manière constructive et à progresser. Je suis beaucoup plus partisan des petites équipes soudées, motivées. Mais vous reconnaissez néanmoins que certaines expériences ne peuvent pas être faites par des équipes de 3 ou 4. Ça, c'est clair. Ça dépend d'une échelle. Je suis, moi aussi, un fervent partisan des grandes expériences de la physique des énergies. Je pense que le CERN, c'est un merveilleux exemple de réussite européenne, qui est arrivé en tête dans des domaines, qui a dépassé les États-Unis dans certains domaines, et qui est un merveilleux exemple de collaboration internationale. Et là, évidemment, vu la complexité des expériences, il est nécessaire de séparer la théorie de l'expérience, d'une part, et puis pour une expérience donnée, d'avoir une approche que je qualifierais presque d'industrielle. Il faut partager les responsabilités. C'est des expériences quand même qui excitent l'imagination également. Mais disons, c'est peut-être un autre tempérament. Je connais par exemple Carlo Rubbia, je sais que c'est un entraîneur d'hommes, mais c'est quelqu'un qui est parfaitement adapté à ce type de recherche.
j'oublie pas non plus que le CERN a donné naissance à des applications absolument superbes. Je ne suis pas sûr que la plupart des gens savent que le web, World Wide Web, le WWW, c'est quelque chose qui est sorti des recherches fondamentales du CERN. C'est les physiciens des particules qui, voulant transmettre leurs résultats à tous les laboratoires du monde, ont inventé ce système qui maintenant fait partie de notre vie quotidienne. Qui n'utilise pas Internet? Donc, il faut bien voir que ce type d'avancées spectaculaires dans notre vie technologique de tous les jours provient de recherches faites au C'est un CERN. outil qui a justement été mis sur pied pour que les physiciens nombreux autour des expériences puissent collaborer sans se rencontrer comme au sein de petits groupes comme ceux que vous évoquiez à l'instant. Donc je pense que la recherche est multiple et qu'elle a plusieurs styles différents. Disons que le style auquel j'ai été habitué, qui provient donc de mon parcours personnel, c'était une recherche de physique légère, nécessitant des équipements qui sont coûteux certes, mais qui ne sont pas trop coûteux, et qui permet, disons, à un petit nombre de gens de bien se connaître et de pouvoir imaginer des nouvelles expériences et de les réaliser rapidement. Quand on a une nouvelle idée en physique atomique, on peut rapidement essayer de la mettre en évidence, de réaliser une expérience permettant de la tester. Alors qu'en physique des particules, un nouveau projet, c'est un résultat de programme, c'est un autre type d'approche. Ça vous est arrivé souvent d'avoir une idée comme ça à l'occasion d'un cours que vous donniez ou d'une discussion ou d'une réflexion personnelle et de vous précipiter au laboratoire pour la tester? Disons que, là encore, je crois qu'il faut une maturation. Je crois que la vie d'un laboratoire, c'est quotidienne, c'est toujours des problèmes, des difficultés. On rencontre des difficultés, on fait une expérience, ça ne marche pas, on a des problèmes de vie, donc on a constamment des réunions pour essayer de comprendre, pour élaborer une stratégie. Et petit à petit, de la discussion, on arrive à éliminer des fausses pistes. Et petit à petit, des idées apparaissent. Mais je crois qu'une idée, elle apparaît comme ça d'un coup, mais elle nécessite une maturation longue. Elle nécessite une réflexion. Je crois qu'on ne comprend jamais mieux une chose qu'après avoir fait de nombreuses erreurs. Il faut faire de nombreuses erreurs, de nombreuses fausses pistes, avant d'avoir tout d'un coup l'impression... C'est évident, c'est comme ça qu'il fallait procéder. Et à ce moment-là, effectivement, on a une nouvelle piste qui s'ouvre devant soi, et à ce moment-là, on se précipite dedans et on essaie d'avancer. Non, parce que là, je faisais plutôt allusion à vos idées personnelles. C'est-à-dire, est-ce que vous les confrontez à la vie d'autres physiciens de votre équipe, ou est-ce que vous avez tendance à essayer de vouloir les tester rapidement? Quelle est la part de la discussion? Quand on a une idée, d'abord, elle est vague, elle est difforme, confuse, et il faut d'abord essayer de la formaliser un peu plus, et puis à ce moment-là, on discute avec les gens. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Est-ce que c'est pas complètement idiot? Et petit à petit, on arrive à soit à l'éliminer parce qu'elle est fausse, soit au contraire à essayer de la creuser et de la faire progresser. Et à cet égard, je voudrais dire que c'est là que c'est important. Je crois que la recherche actuelle, je trouve que la tendance est dans une mauvaise direction. Le nombre de publications qui apparaissent est devenu absolument démentiel. Il y a même des gens qui ne publient plus que dans des archives de données, avant de publier dans un journal donné. Et malheureusement, la littérature est devenue tellement abondante que on a une lecture superficielle des articles qui paraissent, il y en a trop, et on ne prend pas la peine d'approfondir un sujet et de le lire en détail. Et c'est peut-être là que je voudrais mentionner l'importance qu'a été pour moi l'enseignement que j'ai dans le Collège de France. Parce qu'il a été nécessaire à ce moment-là, quand on veut enseigner un sujet, de prendre un certain nombre d'articles de base et de les lire, non pas une fois, mais 10 fois, 20 fois, pour essayer d'en extraire vraiment les idées importantes. Qu'est-ce que vous a amené au Collège de France? Comment se passent les systèmes de nomination? Comment est-ce qu'on devient professeur? Le Collège de France, je le connaissais bien avant d'être élu, parce que je suivais un certain nombre de cours, en particulier les cours d'Anatole Abraham. Entre le laboratoire d'Alfred Kastler et Jean Brossel et celui d'Abraham, il y a toujours eu des liens très étroits. Je crois que c'est Alfred Kastler qui a été à l'origine de l'élection d'Anatole Abraham au Collège de France. Et Anatole Abraham a fait un cours extrêmement original et important sur la résonance magnétique nucléaire.
où un certain nombre de concepts qu'il expliquait se sont révélés extrêmement fructueux pour la physique du laser après. Parce que le laser, c'est un champ optique cohérent, tout à fait analogue au champ de radiofréquence qu'étudiait Anatole Abragam. Donc j'étais un auditeur fidèle de ses cours et des séminaires qu'il organisait après ses cours. Donc le Collège de France a joué un rôle important pour le maintien d'une recherche aussi et d'un enseignement de haut niveau dans notre pays. Je ne parle pas non plus des autres physiciens dans le domaine des physiques des particules, comme Frédéric Joliot, comme Francis Perrin, qui ont joué un rôle très important aussi, comme Paul Langevin. Donc le Collège de France a joué un rôle extrêmement important donc, dans l'enseignement de la physique et de la recherche, telle qu'elle se fait du jour au jour. Et c'est Anatole Abragam qui a pris l'initiative de me présenter au Collège de France. Au Collège de France, on n'est pas candidat. C'est l'Assemblée des professeurs qui se réunit de manière informelle, régulièrement, et puis qui essaye d'imaginer des nouvelles chaires à créer dans des nouvelles directions. Le Collège de France est une institution donc, qui a une très grande originalité, qui a été créée par François Ier en 1530, parce que justement l'enseignement de la Sorbonne était devenu très scolastique, très monolithique, et il voulait introduire un peu de liberté, d'air nouveau dans l'enseignement. Il avait créé donc cette institution où, pour la première fois, était enseignée la philosophie, les mathématiques, l'hébreu, le grec, discipline qui n'était pas du tout enseignée à l'université. Donc cette institution a survécu, elle a passé toutes les révolutions, et ce qui est remarquable, c'est que il n'y a pas de chaire fixe. Il n'y a pas un nombre de chaires, il y a un nombre de chaires fixes, mais l'attribution de ces chaires n'est pas sur une discipline donnée. Au départ d'un professeur à la retraite, on peut en principe changer le sujet complètement et choisir un sujet nouveau s'il y a une branche de la connaissance qui se révèle importante et qui mérite d'être explorée. D'autre part, les auditeurs, excusez-moi, c'est pas des étudiants, les auditeurs. Il n'y a pas de diplôme délivré. Ils viennent sans inscription, ils ne reçoivent aucun diplôme. Donc ils viennent pour apprendre des choses nouvelles. Donc c'est un enseignement qui est extrêmement flexible et qui s'adapte immédiatement au progrès de la science, ou au progrès de la connaissance. Et ça doit être. Vous avez été nommé professeur à quel âge? Alors, Anatole Abragam a présenté un projet. L'élection se fait en 2 étapes. L'Assemblée des professeurs propose la création d'une chaire avec un titre donné de physique atomique, de philosophie de la connaissance, d'études des antiquités grecques, sans préciser le candidat qui est derrière, mais qui est pressenti et qui a déjà rendu visite à tous les professeurs du Collège de France. Et si la chaire est créée, et si le vote est positif, à ce moment-là, un deuxième vote a lieu pour élire le professeur qui sera titulaire de cette chaire, et où en principe n'importe quel autre candidat peut se présenter. Donc, Anatole Abragam a proposé une chaire de physique atomique et moléculaire au moment du départ à la retraite de Francis Perrin, qui était, je crois, haut commissaire à l'énergie atomique à l'époque. Et au même moment partait le prince Ringuet. Et quelqu'un d'autre présentait Marcel Froissart, une chaire de physique corpusculaire. Et nous avons été élus tous les deux donc en 73, moi j'avais donc l'âge de 40 ans. Et s'est posé à l'époque le problème de la succession du laboratoire. Il y avait Francis Perrin avait ici un laboratoire d'une centaine de personnes, un gros laboratoire qui avait grossi peut-être de manière excessive par le développement de la physique des particules et par la nécessité de dépouiller tous les clichés qui venaient du CERN. Et en principe, j'aurais pu prendre la responsabilité de ce laboratoire, mais à l'idée d'abandonner mon équipe à l'école normale supérieure, mon petit nombre de chercheurs que je connaissais bien, de me retrouver à la tête d'un laboratoire de 100 personnes, j'ai dit ou je reste à l'école normale et j'occupe la chaire de physique atomique et moléculaire, ou je renonce à être élu. Donc c'est mon pauvre collègue Marcel Froissart qui a hérité de la succession des 2 laboratoires de Francis Perrin et de Prince Ringuet, qui s'est retrouvé à la tête d'un laboratoire de 200 personnes. Bon. Je les plains beaucoup depuis cette époque. Moi, je suis resté à l'école normale et je crois que ça aussi était important parce que peut-être un des défauts du Collège de France, c'est que c'est un public d'auditeurs qui viennent. C'est pas comme à l'université où on a des jeunes qui arrivent tous les ans, des jeunes nouveaux. Je crois qu'il est important,
J'ai eu cette chance exceptionnelle, d'une part d'enseigner au Collège de France, donc un enseignement nouveau tous les ans, de manière tout à fait désintéressée, et en même temps d'avoir un laboratoire à l'école normale supérieure où je pouvais attirer des étudiants brillants qui venaient eux-mêmes suivre ensuite les cours au Collège de France. Donc j'ai trouvé que cette Encore un couplage. dualité me Un paraissait couplage. remarquablement adaptée. Est-ce que c'est pas effrayant quand on a 40 ans de savoir Alors, qu'on va je devoir dois faire un avouer- cours différent Je tous les dois ans? avouer que quand j'ai été élu à l'âge de 40 ans, donc avec en principe devant moi la perspective de 30 ans de cours, Différent. j'étais assez angoissé parce que l'idée de faire un cours nouveau tous les ans, devant un public qui ne vient que parce qu'il le veut, parce qu'il est intéressé, rien ne l'oblige à venir. Je me suis dit, mais au bout de 5-6 ans, je vais plus savoir quoi dire, et ça va être catastrophique, je vais être très malheureux. Mais ça a été une stimulation extraordinaire, parce que ça vous force à vous remettre en question d'année en année, de lire beaucoup, d'approfondir des sujets pour essayer d'en extraire des idées importantes, de synthétiser un domaine de recherche pour l'exposer de la manière la plus simple possible, et pour faire en sorte que des nouveaux étudiants qui prennent le cours en marche ne soient pas perdus, qu'ils puissent le suivre. Donc pour moi, ça a été un stimulant extraordinaire. Je dirais pour ma famille aussi une difficulté considérable, parce que bien qu'on ne fasse que 10 ou 12 cours par an de séance, c'est un travail considérable sur lequel j'ai passé une grande partie de toutes mes vacances, de tous mes week-ends, pour lire des articles, les digérer, les préparer pour faire un cours. Mais ça a été pour la recherche quelque chose d'extraordinaire, parce que ça m'a inspiré, ça m'a donné beaucoup de nouvelles idées. Est-ce que vous aviez direction de fidélisé vos auditeurs, c'est-à-dire d'année en année, vous retrouviez les mêmes? Le public du Collège de France est très difficile à cerner. Il y a d'abord, effectivement, dans les domaines scientifiques, la région parisienne est quand même une région où il y a beaucoup de laboratoires. Il y a donc tous les chercheurs qui travaillent dans ces laboratoires, dans le domaine où vous êtes, les laboratoires de physique atomique, de spectroscopie, de physique moléculaire, qui viennent suivre des cours pour s'instruire. Je pense que c'est en quelque sorte un système de formation permanente pour les enseignants et les chercheurs. Il y a en plus les jeunes étudiants de 3e cycle qui veulent apprendre des choses nouvelles. Et puis il y a également un public de personnes plus âgées, des gens que j'ai retrouvés d'année en année, des professeurs à la retraite qui viennent pour s'instruire, pour des ingénieurs. Et donc c'est assez varié. Est-ce que vous avez senti un effet Nobel? C'est-à-dire quand vous avez eu le prix Nobel en 1997, est-ce que ça a changé votre auditoire en taille et en qualité? Non, je ne dirais pas particulièrement. Oui, sur le moment même... Il y a toujours beaucoup de monde dans vos cours, je crois. J'ai à peu près entre 100 150. Cette année, comme c'était mon dernier cours, je faisais un cours beaucoup plus global. À peu près l'amphi Marguerite de Navarre était plein, il y avait eu 250 personnes. Mais disons, ce que j'ai aussi fait dès le début, et qui était aussi une discipline difficile à suivre, mais à laquelle je me suis astreint, c'est de rédiger mes notes de cours, au début à la main, bien sûr, parce que je n'ai jamais été très compétent en informatique. Je rédigeais des notes de cours que je photocopiais et que je distribuais aux auditeurs avant le cours. Donc ils n'avaient pas à prendre de notes, ils avaient, disons, une note de cours. Et ça a été aussi très important, parce que quand quelqu'un manque une séance, parce qu'il a une visite médicale ou un empêchement, ça lui permet de ne pas être perdu, de rattraper, de ne pas être largué s'il a manqué une ou deux séances. Ça permet aussi à des auditeurs qui sont en province d'avoir ces notes de cours et de pouvoir les suivre. J'ai d'ailleurs un certain nombre de collègues qui venaient de province chaque semaine pour suivre les 10 ou 12 cours que je faisais chaque année. Et puis depuis quelques années, grâce à un collègue qui est Franck Laloé, qui m'a beaucoup incité à le faire, on a scanné toutes ces notes de cours et on les a mis sur le web. Donc actuellement, au jour d'aujourd'hui, toutes mes notes de cours depuis 1973 sont sur le web. Et donc elles sont accessibles. N'importe quelle personne dans le monde peut télécharger un cours et le suivre. En plus, il y a un enregistrement audio depuis quelques années, donc il a également le son. Ce que je ne comprends pas, c'est que le Collège de France n'ait pas été capable, maintenant qu'il y a des technologies modernes, de prendre une vidéo de tous les cours qui s'effectuent dans cet établissement. Il y a un trésor de culture, de connaissances,
qui, s'il était filmé en vidéo, mis en cassette et rendu disponible à un public très large, serait d'une immense utilité. Mais déjà, le fait d'avoir mis mon cours sur le web, le texte et le son, est déjà très, très significatif. Et je suis toujours surpris, enfin, presque, je dirais presque ému, quand je reçois des courriers d'auditeurs du Brésil, d'Allemagne, d'Algérie, de gens qui ont lu un cours. Ils me disent, il n'y a pas une faute de signe en ce point, tel point je ne l'ai pas compris. Ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent le cours à distance, qui suivent le cours dans d'autres pays, et qui le suivent de semaine en semaine. Donc ça démultiplie de manière considérable l'audience et le rayonnement du Collège de France. Alors à vous écouter, on comprend bien que le laboratoire Cassel-Brosel a accueilli beaucoup de gens de l'étranger, vous avez cité quelques noms. Est-ce que vous-même vous êtes allé à l'étranger à plusieurs reprises, soit pour des années sabbatiques, soit pour enseigner? Alors là, vous touchez quelque chose de fondamental. La recherche est avant tout internationale. Dès le début de mon métier de chercheur, j'ai toujours été en contact avec des collègues étrangers qui viennent à Paris. Je me souviens de mon premier congrès. Mon premier congrès date de 61. J'étais allé à Berkeley, aux États-Unis. J'étais en train de faire mon travail de thèse. Donc, j'avais été invité pour parler des calculs que je venais de faire, qui prévoyaient le déplacement des niveaux d'énergie par la lumière. Et je me souviens qu'à l'époque, pour aller aux États-Unis, j'avais utilisé un avion militaire, le Military Air Transport Service, un DC-4 qui mettait 24 heures pour aller de Paris à Washington, en passant par, je crois, l'Alaska. Donc j'étais allé là, donc c'était pour moi une grande expérience. J'arrivais à Washington, je venais de passer 24 heures d'avion, un collègue était venu me chercher à l'aéroport, il m'avait amené tout de suite au laboratoire pour visiter. J'avais pas dormi, j'étais complètement épuisé. De là, j'avais pris un deuxième avion pour aller à San Francisco, à Berkeley, pour assister au premier congrès international auquel je participais. Pourquoi l'avion militaire? Il n'y avait pas d'avion de ligne Ben, je pense que là, c'était gratuit. Les Américains m'invitaient, me donnaient une sorte de place gratuite dans cet avion militaire qui permettait de partir simplement et de manière économique aux États-Unis. Et je me souviens qu'à ce congrès-là, j'avais présenté ma conférence sur un tableau noir de 1 mètre sur 1 mètre avec un bâton de craie, alors que quand je compare à ce que sont devenus maintenant les congrès internationaux, c'était très, très amusant. Mais alors, ceci dit, je vous ai mentionné tout à l'heure Charles Towns, le père du laser, qui avait passé 6 mois au laboratoire. Tous les ans, nous avons des visiteurs. Maintenant, mon équipe de recherche, qui comporte une vingtaine de personnes, plus de la moitié ne sont pas français. Ce sont des Européens, des Anglais, des Italiens, des Allemands, des Russes, des Chinois, des Coréens, des Indiens. Donc la recherche, c'est quelque chose d'international. Et les contacts, soit par des visites, soit par des congrès, sont absolument essentiels pour la diffusion de la science. Et même son application politique, c'est le fait que les... Bien sûr. Quand des chercheurs... Je crois que la science est un langage universel, et donc, quelles que soient les cultures auxquelles on appartient, quand on parle de science, on se comprend immédiatement. Et donc c'est quelque chose qui est susceptible d'abolir les barrières culturelles qui peuvent exister entre civilisations différentes. Donc cet effet qui est bien connu au CERN, par exemple, qui est un laboratoire international, oui, dans ses structures mêmes, existe aussi dans des équipes plus petites comme celles que vous avez dirigées. Absolument. Absolument, ça c'est absolument fondamental. Et je pense que c'est une des richesses de la recherche, parce que effectivement, des chercheurs qui appartiennent à des civilisations différentes ont peut-être une manière d'appréhender les phénomènes, une approche différente. Certains disent par exemple que la mécanique quantique est sortie de milieu allemand. C'était vraiment les publications fondatrices de la mécanique quantique sont toutes en allemand. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu réticent à l'idée d'utiliser une seule langue pour les publications. Je trouve que c'est un appauvrissement. Je pense que chaque langue a son génie propre, sa manière propre de raisonner, et il faudrait préserver cette diversité d'approches. Je m'en suis bien rendu compte lors de la traduction de mes livres en anglais. J'ai souvent corrigé les traductions, et je me suis rendu compte que certaines tournures de phrases en français
était difficile à traduire en anglais parce que c'était pas le même enchaînement intellectuel. Donc, je pense qu'il faut préserver cette diversité d'approches, qui est en fait une richesse de la culture en général, pas seulement de la science. Alors revenons au cours que vous avez donc donné pendant 30 ans au total au Collège de France. Oui. J'ai donné il y a quelques semaines ma dernière leçon. Vous disiez la dernière fois que les cours d'agrégation vous avaient été extrêmement utiles pour apprendre à présenter des travaux à un public qui ne les maîtrise pas encore. Est-ce que cette expérience vous a servi au Collège de France? J'ai écouté pour préparer cette émission l'enregistrement de votre dernier cours. Je n'avais que le son, je n'avais pas les textes. Et j'ai trouvé que c'était une clarté incroyable. C'est-à-dire qu'on sort avec l'impression qu'on a tout compris. Je pense que ce que j'ai appris en préparant l'agrégation, c'est l'importance quand on fait un cours de commencer par dire ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. D'introduire la motivation, de préciser les motivations importantes et puis d'expliquer comment on va essayer de répondre aux questions qu'on s'est posées. Parce que ça donne à l'auditeur un guide dans lequel il peut insérer les idées qui vont lui être présentées. Je m'aperçois souvent dans des congrès de voir des chercheurs brillants arriver balancer leurs résultats de manière non structurée, sans préciser ce qu'ils veulent faire et qui larguent les auditeurs au bout de 2 minutes. À ce moment-là, bien que ce soit extrêmement intéressant, on perd le fil des idées. Donc ça, c'est très dommage. Également, la rédaction d'un article est une phase importante dans l'activité d'une équipe de recherche. Je sais qu'en tout cas, en ce qui me concerne, quand nous voulons rédiger un article avec mes élèves et mes collègues, ce que nous faisons, c'est que nous nous réunissons autour d'une table, devant un tableau, et puis on passe plusieurs séances, plusieurs réunions à essayer de mettre en ordre nos idées, à se critiquer mutuellement tel ou tel point, à recommencer la rédaction d'une partie jusqu'à ce que les difficultés qu'on rencontre soient bien identifiées et bien résolues. Et je pense que ça, c'est une étape importante de l'activité de recherche, parce que ça force à vraiment situer le résultat qu'on a obtenu, à essayer de le faire comprendre aux autres. Et qui écrit? Qui rédige? Alors ça, c'est particulier. Souvent, il nous est arrivé, devant un tableau noir, de le rédiger en abrégé au tableau pour essayer de mettre des phrases quand elles arrivent quand on a l'idée de telle ou telle formulation, et puis on critique mutuellement, on les change, on les barre, on efface, on recommence, et puis on recopie ce qu'on a mis sur un papier, et puis on revient la fois d'après avec une version plus élaborée, plus mise au propre, et petit à petit l'article prend corps, à ce moment-là on passe à une phase d'écriture, là on se partage le travail, et puis on écrit, et puis on le recritique mutuellement. Donc c'est vraiment un travail qui demande beaucoup, beaucoup de temps, et qui, je crois, vaut la peine, parce que un résultat scientifique n'est important que si on arrive à le transmettre aux autres et à le faire comprendre. Donc je pense que c'est une partie essentielle de notre activité. Et pour la formation des jeunes chercheurs, c'est également très important, parce que on leur donne l'habitude d'une rigueur intellectuelle, d'une exigence de qualité qu'ils conservent ensuite et qu'ils appliqueront ensuite eux-mêmes dans leur carrière. À cet égard, je crois que une des satisfactions les plus importantes qu'on peut ressentir dans ce métier est un mauvais mot pour caractériser la recherche, c'est plutôt une vocation, je dirais. Mais enfin, quand on a un élève qui rentre dans une équipe de recherche, c'est de voir son trajet, son évolution. Au début, il est hésitant, il fait des erreurs, il n'a pas d'initiative, il est perdu par moments, et puis petit à petit, on le voit prendre de l'assurance, et il se produit, je ne sais pas trouver un mot mieux que transition de phase. Il se produit une transition de phase où on voit le jeune homme ou la jeune fille acquérir d'un coup une assurance, prendre une initiative. On sent qu'il a
il est devenu un chercheur. C'est-à-dire qu'il est devenu un chercheur autonome. Il arrive à formuler ses idées, à prendre l'initiative, à imaginer lui-même des situations, à avancer ses propres hypothèses, à affirmer sa personnalité. Et là, on a l'impression qu'il a pris son indépendance et qu'il peut voler de ses propres ailes. Donc ça, c'est vraiment... On a Et pour l'impression... vous-même, elle s'est produite quand, cette transition de phase? Est-ce que vous en avez le souvenir? Est-ce que vous l'avez identifiée quand elle s'est produite? Oui, je l'ai identifié quand ça s'est produit, absolument. C'était pendant la thèse ou C'était pendant le diplôme d'études supérieures. avant la thèse? J'ai étudié un problème de diffusion de particules, d'atomes orientés par pompe optique dans un gaz étranger, et puis je pataugeais beaucoup. Puis j'en ai discuté avec des gens, avec des amis qui travaillaient à Saclay, justement, qui étudiaient la diffusion des neutrons, qui m'ont conseillé des lectures, et puis discussion avec Brossel, et puis petit à petit, je me suis mis moi-même à élaborer un modèle pour comprendre la diffusion de ces atomes dans le gaz étranger, qui augmentaient leur temps de relaxation, parce que quand ils touchent la paroi, ils sont désorientés. J'ai eu l'idée d'un petit calcul pour le mettre de manière quantitative, et tout de suite, j'ai eu l'idée de faire des expériences pour vérifier ces prédictions. Donc, j'ai à ce moment-là senti que j'acquérais une certaine autonomie. C'était avant l'agrégation, donc. C'était avant l'agrégation, mais c'était déjà dans cette ambiance extrêmement stimulante du laboratoire Kastler-Brossel à ses origines, où tous les jours il y avait pratiquement des effets nouveaux qui étaient observés, où l'excitation intellectuelle était absolument considérable. C'est quand même le signe d'une relative précocité chez vous. Je ne saurais pas vous le dire. Mais si vous voulez, cette transition de phase, je suis toujours émerveillé de la constater chez les étudiants qui sont passés dans mon équipe et qui, un certain jour, apparaissent comme ce que j'appelle des chercheurs, des gens qui sont capables après de prendre leur propre destin en main. Et c'est ça qui est important. Vous parlez presque comme un entraîneur d'une équipe de football. Si vous voulez, oui. Qui forment les jeunes, oui, et qui sont ensuite ravis de voir qu'ils acquièrent de l'autonomie, des responsabilités. Oui. Mais en recherche, on a besoin de gens qui savent prendre leur autonomie, leur responsabilité, qui sont créatifs. Je crois que c'est la qualité la plus importante. Et ce qui est difficile, justement, dans l'organisation de la recherche, c'est de trouver des conditions permettant à ces talents de voir le jour et permettant de les préserver, de les identifier et de leur donner ensuite les moyens de préserver. Sans cette éclosion de nouveaux talents, je crois que la recherche est condamnée. Je veux dire, on ne peut pas considérer la recherche comme un métier où on vient de telle heure du matin, telle heure du soir, où on fait son petit travail et puis on recommence le lendemain. C'est quelque chose qui doit vous prendre en permanence. Est-ce que vous avez l'impression que cette recherche qui vous a donc pris presque en permanence a mangé une partie de votre vie, ou au contraire, c'est votre vie même qui s'est engagée là? C'est vrai que la difficulté dans ce type de métier, d'activité, c'est que il est difficile de débrancher. Quand on rentre le soir chez soi, ou si on a un problème qui nous préoccupe, qu'on n'a pas compris, il est difficile de débrancher, de s'occuper de quelque chose d'autre. Donc c'est un des travers de notre situation. Est-ce que ça envahit jusqu'au sommeil, par exemple? On est distrait. Je me souviens de... Alfred Kastler était particulièrement distrait. C'était vraiment... je me souviens d'un jour, on prenait le petit déjeuner ensemble à une table avec des physiciens étrangers. Donc c'était un congrès, et où Madame Kastler, qui était adorable, avait raconté une histoire amusante à propos de son mari, et tous les gens souriaient, s'amusaient, puis après qu'elle ait fini de parler, M. Kastler a commencé à dire « À propos, je vous raconte une histoire », et puis il raconte exactement la même histoire. C'est typique, c'est vraiment, voilà le type d'exemple de personne. Il devait continuer à penser à Est-ce que la réflexion sur une idée a provoqué chez vous, par exemple, des insomnies ou oui. Alors souvent, d'ailleurs, ça je l'ai remarqué souvent, quand on est préoccupé par un problème, qu'on y réfléchit beaucoup, par exemple si on travaille trop le soir et puis qu'on dort, souvent, le matin on se réveille avec la solution à la question. Ce que je me demande, si on ne continue pas, en fait, inconsciemment, à raisonner en dormant, et si
l'activité intellectuelle ne se poursuit pas. Donc c'est dangereux pour un chercheur d'être insomniaque. Il ne profite pas des bénéfices du sommeil. Disons que c'est aussi peut-être par moments difficile pour l'entourage familial, parce que d'abord quelqu'un qui est absorbé dans ses pensées, mais on arrive quand même à se dégager. Il faut bien sûr un équilibre familial important, et c'est quelque chose d'essentiel pour la poursuite de ce type d'activité. Alors aujourd'hui, vous avez donc cessé vos cours au Collège de France. Donc du temps est libéré pour vous. À quoi est-ce que vous allez le consacrer? Vous restez... Ne me parlez pas trop de ça, parce que beaucoup de gens savent que j'ai fini mon cours, donc je suis assailli de demandes de conférences, d'articles à rédiger, et pour l'instant, je n'ai pas réussi à émerger. Donc je suis, je dirais, plus occupé qu'avant. Et je ne sais pas très bien, en particulier avec les problèmes actuels de la recherche, les sollicitations qu'on a de part et d'autre pour s'exprimer sur ce sujet, il y a des moments où je me demande comment faire pour arrêter et pour essayer de retrouver un peu de temps disponible. Le Collège de France vous servait de bouclier finalement vis-à-vis des préoccupations extérieures. C'était presque, malgré la difficulté de la tâche, c'était un bouclier. Est-ce que vous sentez que ça va vous manquer l'enseignement? Je crains un peu. Vous pourrez donner des conférences. Oui, je pense qu'il y a... Enfin, peut-être qu'on reviendra plus tard sur ce sujet. Je crois qu'il y a un gros effort à faire pour essayer pas de populariser, mais d'expliquer un petit peu au grand public comment la science fonctionne, comment les chercheurs travaillent, et pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant, et pourquoi il faut faire en sorte que la recherche ne souffre pas et soit préservée.